nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on a prévu de mettre par Internet cette conférence. Donc, on a en ligne à peu près, a priori, 500 personnes qui nous regardent. Alors, qui n'auront pas la faculté de poser, comme vous, des questions en direct, mais je pense qu'on va voir hein, ce que donne cet exercice. Alors, en premier lieu, je vous remercie d'être venu. Je vais refaire une petite mention sur ce qu'est l'ASAC, rappeler que notre association, votre association, hein, elle a été créée en 1951, ici même à Lyon, donc c'est toujours important de le rappeler, et que, bon, après, elle a évolué, et que, voilà, donc c'est un petit retour aux sources. À chaque fois que l'ASAC vient à Lyon, on est bien content de revenir à la case départ. Ouais. Donc, bienvenue. Je souhaite également la bienvenue aux personnes qui nous suivent à distance, en espérant que les conditions techniques seront agréables pour eux et qu'ils pourront profiter pleinement de ce qu'on raconte et des questions que ne manqueront pas de poser les adhérents présents. Donc, pour commencer, je voudrais vous rappeler un petit peu ce qu'est l'ASAC, et notamment comment ça fonctionne entre ASAC et FAPES, parce que c'est toujours compliqué de comprendre qui fait quoi là-dedans. Alors, l'ASAC, c'est l'association, loi de 1901, des adhérents et qui a pour rôle de porter les demandes des adhérents, de négocier des contrats avec les assureurs, de suivre la réalisation de ces contrats et également, et surtout, c'est un des objets de cette conférence, de délivrer à l'ensemble des adhérents une meilleure information possible sur l'actualité de l'assurance vie et plus généralement de la protection sociale. Voilà. La FAPES Diffusion, c'est notre bras armé. Donc FAPES Diffusion, son modèle commercial, c'est un courtier qui est chargé de la distribution des contrats d'assurance et de prévoyance et de la gestion par délégation des assureurs. Alors vous avez ici donc Igor Ivanov qui représente FAPES Diffusion, qui est accompagné de Jérôme Ibon qui parle là-bas derrière, le monsieur qui est le directeur général adjoint de FAPES Diffusion, Igor étant le responsable commercial, et il est accompagné de Alexis Furon, qui est par là-bas derrière. Je sais pas où, moi j'ai les spots dans les yeux, j'ai de la peine à voir. Je ne voulais pas omettre de préciser que l'ASAC, le conseil d'administration, est composé de bénévoles, totalement bénévoles. Vous avez ici outre moi, les deux vice-présidents, là, si vous pouvez vous lever, hein, donc là-bas et là-bas, et puis deux administratrices, voilà, qui ont pour rôle, effectivement, de participer à l'animation de l'association. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui hein? Donc, on vous a fait une invite à réveiller ou redécouvrir le potentiel de votre assurance vie. On va essayer je vais d'abord essayer de planter le décor avant de passer la parole à notre journaliste et chroniqueur préféré, donc ici présent, qui lui entrera beaucoup plus dans le détail. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit réveiller votre assurance vie? Pourquoi on est parti sur ce thème-là? On est parti du constat que pour la plus grande partie de nos adhérents, ils ont souscrit un contrat épargne retraite, dit enfin, un des premiers contrats d'épargne retraite avec l'assureur Allianz, voici de très nombreuses années. Et que, à part surveiller chaque année le taux de participation bénéfice, beaucoup ne s'en occupent pas plus et ne suivent pas l'actualité de l'assurance vie et donc peuvent passer à côté d'opportunités. Alors, pour illustrer le propos, je voudrais savoir qui, parmi vous, a seulement un contrat épargne retraite, un, voire deux, un seul contrat. Oui. Oui, enfin, oui, enfin, oui. Et qui a par ailleurs un contrat d'assurance vie avec un autre assureur? Ah oui. Donc, le plus grand nombre n'ont pas besoin d'être réveillés, forcément. Ils sont réveillés tout seuls dans le passé. Voilà. Alors, on disait ça parce que ah oui, c'est ici.
c'est quelque chose de très important auquel l'association s'est beaucoup attachée, c'est d'essayer de faire évoluer en permanence l'offre. De faire évoluer en permanence l'offre pour justement s'assurer que cette offre ne soit pas endormie. Alors, vous avez sur l'écran derrière les principales évolutions qu'ont conduites la ZAC. Donc, dès 2004, la ZAC a souscrit un contrat avec des UC auprès de l'assureur Generali, donc deux nouveautés, des UC et un deuxième assureur. En 2008, le premier contrat multi-support Internet avec des placements ESR, le contrat solidaire vie avec Generali, donc nouveauté souscription Internet. Et en 2010, la nouvelle version du contrat ER2 d'Allianz, qui était fonds en euros initialement, avec des UC pour s'appeler ER2+. En 2023, donc assez récemment, un nouveau contrat tout Internet, multi-support également avec un troisième assureur. Et puis, en 2025, on s'est attaché, je pense que vous avez suivi l'Assemblée générale extraordinaire de décembre l'année dernière, pour faire évoluer fortement ce contrat ER2+, qui était en train de s'endormir, avec notamment la suppression des frais sur versement et la création d'un boost de la participation bénéfice sur les versements faits en 2025. Et puis, en même temps, il y a entrepris une modernisation du portefeuille d'UC qui est en cours et qui va vous être expliqué par Igor, qui va nous parler un peu plus en détail des UC. Bonjour à tous. J'attends que le slide, voilà. Donc, il est vrai que au sein de la ZAC FAPES, vous avez une possibilité de diversification. Beaucoup de nos adhérents, nous avons constaté que beaucoup de nos adhérents étaient investis en totalité sur le fonds euro. Donc il y a deux possibilités. Les personnes qui ont des contrats monosupport, et je crois que dans la salle, il y en a un certain nombre, vous avez la possibilité dans le cadre de la loi Pacte de faire évoluer votre contrat gratuitement et de bénéficier effectivement d'un contrat plus moderne qui peut vous permettre justement de diversifier et d'aller sur des classes d'actifs vous permettant d'aller chercher de la performance. Donc, vous avez des fonds datés, des produits structurés, des obligations, des fonds immobiliers et également du private equity. Donc, c'est des classes d'actifs qui seront développées tout à l'heure par Jean-François Filiatre. Et donc, au sein de la ZAC FAPES, vous avez une équipe de gestionnaires de patrimoine qui peut vous guider, vous conseiller en fonction de votre sensibilité au risque sur les différentes possibilités de diversification que vous pouvez avoir au sein de votre contrat. Voilà. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Alors, il est important de rappeler que, en investissant bien évidemment sur des unités de compte, le capital n'est pas garanti. Il dépend des différentes fluctuations des marchés financiers, à la hausse comme à la baisse, et donc il peut y avoir un risque de perte de capital partiel ou total en allant sur des unités de compte. Alors bien évidemment, nous, notre rôle, c'est d'essayer de trouver des fonds, des solutions qui peuvent vous permettre justement de limiter au maximum le risque sur un investissement en unité de compte et d'améliorer bien évidemment le rendement de votre contrat. Bien, alors, donc, comme vous le voyez, la ZAC n'est pas restée les bras ballants devant l'évolution du contexte économique et puis du monde de l'assurance vie. Donc, vous avez désormais le choix entre 3 assureurs. Vous avez le choix entre des fonds en euros et des UC, et puis un large choix dans un portefeuille d'UC. Et surtout, comme vient de le rappeler Igor, vous avez, avec FAPES Diffusion, la possibilité d'un accompagnement très personnalisé en fonction de vos objectifs. Alors, après avoir réveillé l'assurance vie, l'autre élément, c'est de bien comprendre tout le potentiel que présente ce placement, qui a peut-être été perdu de vue ou au fil de votre vie, vous avez pu des variations de vos objectifs. Et donc, il faut rappeler que l'assurance vie, c'est d'abord un outil d'épargne
pour compléter sa retraite ou pour financer des projets particuliers. Et ça, l'outil de l'assurance vie avec les rachats partiels est très intéressant. Alors, je ne sais pas si tout le monde a un peu bénéficié d'utiliser des rachats partiels. 1, 2, 3, 6, 4, 5. Oui, enfin pas beaucoup, mais enfin, bon, c'est quand même très très souple et ça permet enfin, ça peut être utilisé pour la retraite, mais en particulier pour des projets particuliers. Le deuxième volet, c'est un outil de prévoyance contre les aléas de la vie. Alors moi, il y a un sujet qui m'est cher, c'est de dire que c'est vraiment un bon outil de prévoyance pour couvrir la dépendance, bien mieux que le contrat dépendance. Et le troisième aspect important, c'est un outil de transmission de patrimoine très, très important. Et ce sujet de la transmission est essentiel et impose de se poser un certain nombre de questions qui seront développées par Jean-François. Hein. À qui transmettre? Comment transmettre? Hein, à qui transmettre? À ses enfants, ses petits-enfants ou à d'autres? Une fondation. Comment transmettre? Comment rédiger la clause bénéficiaire, ça c'est très très important, et bien comprendre la fiscalité qui est associée à cette transmission du patrimoine. Donc tout ça va vous être développé par Jean-François. Mon propos, c'était donc de vous dresser le cadre général des réflexions, et donc maintenant je laisse la parole à Jean-François qui va entrer dans le dur du sujet. Et on vous applaudit. Merci beaucoup, Igor et Patrick. Alors, je vais commencer, Patrick s'est présenté, donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Jean-François Filiatre. Ça doit faire maintenant 35 ans que j'exerce le métier de journaliste et financier. Je l'ai fait à la radio, notamment à une certaine époque sur France Info. Je l'ai fait à la télé, sur LCI, sur BFM Business. Je l'ai fait beaucoup dans la presse écrite et notamment dans un titre que vous connaissez peut-être qui s'appelle « Mieux vivre votre argent », dont j'ai été directeur de la rédaction pendant plusieurs années ce n'est pas pour moi et j'en suis ravi, cette alarme. Voilà, j'ai à côté de mes activités, je dirais un certain nombre d'activités de place, qui sont liées à mon expertise, à mon expertise sûrement d'ailleurs, puisque depuis plus de 15 ans, je dois être administrateur et membre du bureau d'une association qui s'appelle La Finance pour tous, qui travaille à l'éducation financière du public. Donc, il y a un site qui s'appelle La Finance pour tous que je vous invite à aller voir. Et je suis également membre de 2 commissions consultatives. Vous savez que dans le monde de l'épargne, il y a différents régulateurs. Un régulateur sur le côté des marchés financiers, qui est l'autorité des marchés financiers. Un régulateur qui est du côté de la banque et de l'assurance, qui s'appelle l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR. Et en fait, chacun de ces organismes a des commissions consultatives pour éclairer le collège. Et j'ai la caractéristique d'être des 2 côtés, puisque je suis membre de la commission épargnante de l'autorité des marchés financiers et membre de la commission pratique commerciale de la CPR. Alors, je vais commencer par vous dire des choses. Tout à l'heure, Igor m'a dit, je le dis dans les questions que se posent les gens, il y a quoi actuellement en dehors du sujet, entre guillemets, dans les questions chaudes. Donc, Igor m'a dit, les gens s'inquiètent sur la situation de la France, sur le niveau des taux d'intérêt et savoir si on va se faire prendre notre assurance vie pour combler le déficit de l'État. Donc, ce n'est pas le sujet. Mais comme c'est l'actualité et que Igor m'a remonté ça, je vais dire quelques petits mots de la situation et des choses. Premièrement, est-ce que la France est la Grèce? Alors, on peut s'amuser à comparer des courbes de taux d'intérêt et effectivement, on constatera que la France se retrouve à des taux d'emprunt aujourd'hui qui sont comparables à ceux de la Grèce. Pour autant, la France n'est pas la Grèce. On est très clairement sur des marchés de capitaux où il y a des emprunteurs et puis il y a des prêteurs en face qui ont des capitaux. Et en fait, les prêteurs, ils regardent la capacité des États à rembourser.
Donc, la France a été récemment dégradée, mais le niveau de la signature de la France, même s'il est bien moins bien qu'il n'a été, reste quand même de relativement bonne qualité. Et la caractéristique de l'économie française, parce que c'est ça que regardent les investisseurs, c'est la variété des recettes que peut avoir l'État et donc quelque part la diversité de l'économie. Or, l'économie française est une économie qui est diversifiée, très diversifiée, bien plus par exemple que si on fait référence à la dernière crise des dettes souveraines qui avait eu lieu au début des années 2010. Si on regarde par exemple la situation de l'Espagne, l'Espagne était dans une situation où quasiment un quart de son activité économique se faisait dans le secteur du bâtiment. Donc, l'économie française est bien plus diversifiée que un grand nombre d'économies européennes. Et deuxièmement, l'État en France sait particulièrement bien lever l'impôt. Nous avons une administration fiscale qui est... on critique la France en disant qu'on est très mauvais dans bien des secteurs, mais l'administration fiscale est quand même très performante. Et je sais qu'il est de bon ton pour taper sur le fisc, mais on peut quand même constater qu'il y a quand même eu une réforme d'ampleur qui était le passage à un impôt qui était un impôt une retenue à la source par rapport à l'ancien système. C'était un chantier technique, informatique absolument colossal. Et on va être très honnête, même s'il y a eu quelques couacs, ça s'est quand même excessivement bien passé et ça démontre bien la qualité de l'administration fiscale française. Donc, on n'est pas la Grèce. Ça ne veut pas dire que les taux ne vont pas monter à certains moments. On a vu hier, lorsque a été annoncé que le Parti socialiste ne voterait pas la censure, que le spread, parce qu'en fait, pour juger le niveau du taux n'a pas grand intérêt en réalité. Pour mesurer la qualité d'une signature, on va regarder ce que l'on appelle le spread, c'est-à-dire l'écart de taux avec l'Allemagne, qui est considéré comme étant dans la zone euro la référence. Et ce qui compte, c'est quand on a très largement confiance dans la France, ben, l'écart de taux avec l'Allemagne, il est faible. Il a été à une certaine époque d'environ 20 points de base, c'est-à-dire 0,2. Et puis, il était monté à 0,80. Et puis, hier, on a vu que ben, ça s'était un peu détendu parce que les marchés étaient relativement contents de ce qui est en train de se passer. Alors, on va être très clair vu la situation politique en France. Ce n'est pas parce que hier, c'était un peu plus calme que ça ne va pas s'exciter après-demain. Mais de toute manière, on n'est pas la Grèce, point numéro 1. Point numéro 2, je vois régulièrement passer sur Internet des papiers en disant l'État va prendre les assurances vie pour payer la dette, etc. Alors moi, je veux bien que sur Internet, il y ait des gens qui ont envie de faire de la vue et le buzz, mais cette hypothèse-là me paraît hautement improbable, qu'il y ait des choses qui bougent, qu'il y ait le taux de prélèvement forfaitaire unique qui soit revu à la hausse sûrement, mais ça sera des mesures qui seront pas forcément très agréables, mais l'hypothèse de dire on va aller servir directement dans les contrats, moi j'y crois pas beaucoup. En revanche, vraisemblablement, l'État risque de faire quelques petits efforts pour que les assureurs aillent acheter un peu ces titres. Et d'ailleurs, ça sera assez rigolo, parce que dans les arbitrages de places, on verra si une place qui, pendant 15 ans, nous a expliqué qu'il fallait, entre guillemets, prendre ses distances avec le fonds en euros, ne va pas demain nous expliquer que finalement, ça serait peut-être une bonne chose de revenir sur le fonds en euros parce qu'on a des besoins de financement. On verra. Alors maintenant, je vais rentrer un peu dans notre sujet. Une fois que j'ai traité ce sujet, Igor, d'actualité, je ne sais pas si c'était ça qu'il fallait dire, mais en tout cas, c'était ce que je pensais. Donc, et d'ailleurs, pardon, ce que je vais vous dire, je ne sais pas si ce que je vais vous dire, c'est ce qu'il faut vous dire, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Donc, sur un certain nombre de choses, je vais peut-être un peu vous chatouiller les oreilles, mais en tout cas, c'est ma vision des choses. Je voudrais, avant de regarder donner quelques recommandations, faire quelques constats. Le premier constat, c'est de regarder le patrimoine des ménages. Et je vais vous partir pour vous dire un peu, vous expliquer ce millefeuille. Je vais repartir de mon expérience à Mieux Vivre quand je faisais les finances d'une famille. Les finances d'une famille, c'était donc une rubrique de Mieux Vivre. On allait chez les gens, on leur demandait d'ouvrir les comptes et puis on leur faisait des recommandations. Recommandations dont j'ai pu constater qu'elles étaient très rarement suivies
Et ça, puisque je serai amené à vous parler un peu de finances comportementales ce soir, pourquoi elles étaient très rarement suivies? Parce qu'il y a en finance comportementale un truc qu'on appelle le biais de confirmation, mais qui vaut dans plein d'endroits et pas simplement en finance, que les gens n'entendent que ce qui leur fait plaisir. C'est-à-dire, si je pense blanc et que l'interlocuteur qui est sur le plateau dit blanc, il est génial, il faut l'écouter. Si jamais il dit noir, a priori, il a tort et de toute manière, on ne l'écoutera pas. J'attire votre attention sur ce biais-là, parce que si on veut apprendre, si on veut être performant, etc., il faut parfois ouvrir un peu les écoutilles et on n'a pas forcément raison sur tout. Donc, la construction du patrimoine des ménages, on le voyait dans les finances d'une famille, c'est une approche de millefeuille. C'est-à-dire, j'ai de l'argent, quelle est donc l'opportunité qui existe aujourd'hui? Je vais souscrire l'opportunité qui existe aujourd'hui, et puis après, je passe à autre chose. Et quelques mois, quelques années plus tard, j'ai à nouveau de l'argent, donc je vais regarder quelle est l'opportunité du moment, et puis je vais la souscrire, et puis après, je vais passer à autre chose, et puis on empile des couches, pas forcément cohérentes, avec le temps. Je crois beaucoup à la gestion de patrimoine. Je crois beaucoup à la gestion de patrimoine, et la gestion de patrimoine, c'est qu'il faut avoir une vision globale de ce que l'on fait. On peut faire des choses à un endroit, des choses à un autre endroit, mais il faut toujours essayer de consolider les choses. Et quand on a plusieurs interlocuteurs et plusieurs acteurs avec lesquels on travaille, ce n'est pas un exercice facile, mais c'est un exercice auquel il faut s'astreindre. Aujourd'hui, si je regarde le patrimoine des ménages, peu ou prou, je vais faire deux grandes familles, l'immobilier et le financier. Peu ou prou, aujourd'hui, le patrimoine des ménages français, c'est 2 tiers d'immobilier, 1 tiers de financier. Maintenant, si je me focalise que sur la partie financière, j'arrive avec le graphique suivant. Et ce graphique suivant, il appelle de ma part 3 remarques. La première remarque, c'est un cas très atypique qui ne concerne pas tout le monde. C'est la partie verte, c'est-à-dire les actions non cotées. Alors, je précise tout de suite, les actions non cotées, ce n'est pas des gens qui font, on en parlera tout à l'heure, du private equity. C'est des gens comme moi et plein d'autres qui sont propriétaires, qui ont créé des boîtes, qui ont investi dans leurs boîtes. Ces boîtes-là ne sont pas cotées en bourse. Et donc, il y a environ un peu plus de 20% du patrimoine financier des ménages qui correspond en fait à des gens qui ont créé des entreprises, qui ont seuls, avec des associés, etc., et qui sont propriétaires de leur entreprise. Autrement dit, puisque vous savez qu'il y a des débats avec la taxe Zuckman, ça s'appelle techniquement, c'est pas loin d'être de l'outil de travail. 2 autres remarques maintenant sur ce graphique-là. La première remarque, c'est sur la partie la plus claire, c'est les dépôts à vue. Il y a environ 20% du patrimoine des ménages en France qui est composé par des dépôts à vue. Bref, de l'argent qui n'est pas rémunéré. Ça, c'est une hérésie collective. À la rigueur, ça pouvait avoir du sens quand les taux étaient à 0, mais maintenant que les taux ne sont plus à zéro, il faut se poser la question de dire pourquoi diable on garde du pognon sur des comptes bancaires qui ne sont pas rémunérés? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que ce n'est pas justifié? Troisième élément, point que je voudrais aborder sur cet élément, là, c'est la part de l'assurance vie qui, on voit, pèse aux alentours de un peu plus de 30% du total, et donc qui est un élément majeur du patrimoine des ménages. Est-ce que l'on doit considérer que cette part élevée de l'assurance vie dans les ménages français est justifiée ou pas? Je vous donne ma réponse très simple, c'est oui. Et pourquoi la part de l'assurance vie, une part élevée de l'assurance vie dans le patrimoine des ménages est justifiée? Je vais vous donner 3 raisons. La première raison, c'est une raison qui est liée au fonds en euros et qui est liée au fonctionnement du fonds en euros. C'est-à-dire que le fonds en euros, il n'y a peu ou prou pas de variation au capital et on est sur un produit de taux d'intérêt qui vous affiche un taux annuel. Donc on est sur un produit obligataire simple. Si je fais le parallèle sur les autres produits obligataires simples qui existent sur la place, il y avait le PEL. Le PEL est un produit obligataire simple. Vous mettez de l'argent, on vous donne un taux d'intérêt annuel. Une obligation est un produit
obligataire relativement simple. En tout cas, il est simple quand on le tient jusqu'au terme, c'est-à-dire j'achète une obligation, je perçois des intérêts annuels et au terme, je me fais rembourser. Mais si entre-temps, je m'amuse à regarder le cours de mon obligation, là, je commence à voir un produit qui est un peu plus complexe parce que le cours bouge. Et une SICAV obligataire, le cours bouge, on n'est pas sûr d'avoir un revenu, donc c'est un produit obligataire complexe. Donc, la première caractéristique de l'assurance vie, c'est avec le fonds d'euros de proposer une solution de taux d'intérêt qui est simple, comme je dis, pouvait l'être le plan d'épargne logement. La deuxième raison, elle est évidemment liée à la fiscalité de l'assurance vie. Et la troisième raison, qui, à mon avis, sera à terme l'ultime argument de l'assurance vie pour dire on est ultra spécifique dans l'univers de l'épargne, c'est assurément les caractéristiques civiles de l'assurance vie, c'est-à-dire qu'on est en dehors du cadre des successions, en dehors du cadre civil de la définition des héritiers, et donc on peut faire tout un tas de choses qu'on ne peut faire qu'avec cette solution-là, qu'on ne peut pas faire avec un PEA, avec un compte titre ou avec des livrets bancaires. Un mot sur mon fonds d'euros. Le monde change et il faut qu'on en ait clairement conscience. Nous avons vécu, je vais dire, à partir de 83 pendant 40 ans, les 40 glorieuses de l'épargne investie en taux d'intérêt, notamment en fonds euros. Pourquoi? Parce qu'on était dans un environnement où l'inflation baissait et où les taux baissaient. Et comme quand vous êtes un assureur, vous achetez des obligations et en fait vous bénéficiez de votre taux pendant toute la durée de vie de l'obligation, la baisse des taux des contrats d'assurance vie a baissé beaucoup moins vite que le marché, beaucoup moins vite que l'inflation. Et on s'est donc retrouvé dans des périodes, comme on peut le voir, là sur notre graphique, où on est au début des années 90 et on a quasiment 5 points de gain de pouvoir d'achat en étant sur le fonds d'euros. Ça a été les 30 glorieuses. Je suis sûr d'un truc, c'est que les années à venir, c'est pas ça. Je ne suis pas certain que ce soit les 30 piteuses qu'on en aura derrière, mais en tout cas, cette époque-là magique du fonds en euros, elle est derrière nous. On constate qu'aujourd'hui, on a des performances des fonds en euros qui tangentent avec l'inflation. Alors l'inflation, elle a fortement monté avec la crise post-Covid, avec les problèmes de chaîne d'approvisionnement avec l'Ukraine, etc. On est un peu tombé, le dentifrice est un peu rentré dans le tube, mais on a clairement compris qu'a priori l'environnement inflationniste n'allait plus être celui que l'on avait connu. Donc on sera dans un environnement où ça montera, ça baissera, mais le fait de dire il n'y a plus d'inflation, c'est à peu près terminé. Un point sur la courbe, je voudrais attirer votre attention dans les soucis d'information sur les comparatifs annuels de taux de contrats d'assurance vie. Il y a une très grande opacité sur la fabrication des taux des contrats d'assurance vie, et notamment par l'usage des réserves. Moi, je suis absolument effaré auprès des pouvoirs publics qu'on n'impose pas une plus grande transparence sur, quand on donne un taux d'intérêt à un épargnant, grosso modo, qu'est-ce qui relève de la performance qui a été réalisée par le portefeuille dans l'année, qu'est-ce qui relève des résultats passés qu'on n'a pas distribués aux anciens clients, mais qu'on distribue au niveau client. Donc, je souhaiterais qu'il y ait plus de transparence. Je ne suis pas forcément très entendu sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, si l'on regarde les performances des 2 dernières années où on a eu un rebond des taux d'intérêt, il ne s'explique que par des distributions de réserves. C'est-à-dire que sur le fond, les portefeuilles des assureurs aujourd'hui n'ont pas encore réussi. On a arrêté la descente des performances, mais on n'est pas encore dans une situation où réellement la performance des portefeuilles obligataires des assureurs augmente. Voilà, grosso modo, le cadre général que je voulais dire. Patrick, pas d'accord? Il faut prendre le micro. Non, mais moi, j'ai rien contre qu'on ne soit pas d'accord. Hein. Non, j'ai des réserves par le fait que la remontée des taux des contrats d'assurance vie, elle est beaucoup portée par les contrats très récents qui ont pu engranger des obligations à taux très élevés, ce que ne faisaient pas les contrats anciens. Et je crois que ça procède de ça, parce que rien que pour notre petite histoire à nous, on n'a pas dopé le taux parce qu'on avait les réserves sont relativement minimes. Et nous, par exemple, on a mis 0,2% de réserve. C'est dans le taux. Hein.
Non, mais je précise. Alors, en l'occurrence, si je regarde le chiffre, parce que, vous savez, je dis toujours, on est dans un monde maintenant où quand on a un chiffre, on croit avoir une vérité. Enfin, on a une vérité. En fait, on croit avoir une vérité. Là, en l'occurrence, si on regarde les chiffres de la CPR, les chiffres de la CPR sont moyennés par les encours. C'est-à-dire qu'un petit contrat récent va grosso modo dans la moyenne peser que dalle. Donc là, en l'occurrence, la remontée que l'on voit des taux d'intérêt sur les années 2022 et 2023, c'est principalement le fait que les contrats bancaires qui avaient mené des politiques très actives de ne pas distribuer l'argent et de le mettre de côté, aujourd'hui, ils ressortent l'argent. Mais si vous voulez que je vous parle des banques, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, non mais tiens, je vais en parler tout de suite. J'ai prévu de vous dire quelques lignes directrices que je vais vous expliquer sur le thème diversifier, informez-vous, investissez et anticipez. Alors, diversifier. Diversifier, que vous dire? Ça paraît être une évidence pour tout le monde. En réalité, moi j'entends des discours où on me dit « Ah oui, c'est bien la diversification », puis je regarde les patrimoines, il n'y en a aucune. Et on le voit bien dans le patrimoine des ménages avec beaucoup d'immobilier, etc. Et pourquoi? Là encore, je retombe sur des trucs de finance comportementale. C'est que quand on a fait un placement et qu'il a bien marché, c'est donc qu'on est bon. Moi, le nombre de Français qui sont bons en immobilier, c'est absolument incroyable. On a acheté un logement, 15 ans plus tard, on l'a vendu, on avait doublé la mise. Donc, c'est bien la preuve que c'est un super placement. Quid de l'inflation? On ne sait pas. Quid de ce que vous avez mis dans le logement, de taxes que vous avez payées? On ne sait pas. Quid de ce que vous avez mis en travaux? On ne sait pas. Mais ça, on s'en fout. On est là, on dit j'ai fait une belle opération, donc je vais recommencer, etc. Et on a ce phénomène assez fou d'un point de vue comportemental qu'on a fait quelque chose. On est tellement fiers d'avoir réussi le truc que la fois suivante, quand on a de l'argent, on se dit la fois précédente, j'ai fait un truc, c'était bien. Je vais refaire la même chose puisque je sais faire. Et naturellement, quand ça ne marche pas, c'est la faute des autres. Donc, on a comme ça, dans les comportements des individus, tout un tas de choses qui amènent des concentrations de portefeuille sur des actifs, sur des classes d'actifs, etc. Parce qu'on aime bien, on a réussi, et donc on continue. Alors moi, je vais vous donner ma définition de la diversification pour vous casser le moral. Pourquoi diversifier? Eh bien, il faut diversifier son patrimoine pour reconnaître que l'on puisse avoir tort. Ça vous fait rire, madame? Et pourtant, c'est bien ça. Parce que je vais vous dire, madame, si quand je vais au casino, je sais qu'à la roulette, c'est le 13, machin, père, pardon, je suis nul, je ne vais jamais au casino, mais si je sais que c'est le 13 qui va sortir, j'ai aucune raison de mettre les petites pièces sur d'autres numéros. Donc, ça veut donc dire que si je suis sûr de quelque chose, je n'ai aucune raison de diversifier puisque je sais quel va être le ticket gagnant. Si je diversifie, c'est que j'accepte d'avoir tort. Et ça, c'est un truc qui est un truc majeur pour moi dans la perception et dans les recommandations que je donne en gestion de patrimoine. J'ai jamais été fan de dire le créneau le plus porteur aujourd'hui, c'est ça, parce que je pense que je peux avoir quelques idées, mais que mes idées peuvent être tout à fait fausses, etc. Et donc, le fait de se dire que l'on puisse avoir tort impose la diversification, impose d'aller vers des endroits où on n'irait pas naturellement, bref, impose tout un tas de comportements qui sont des comportements opposés aux comportements que l'on observe en finance comportementale, qui consistent à dire je fais un truc, je l'aime bien, je suis bon, donc j'en rajoute une couche supplémentaire. Ça, c'est de la vraie diversification. Et je vous le dis, remettez-vous en cause dans vos choix. Moi, je ne fais pas partie des gens qui disent que les Français sont nuls en termes d'épargne. Parce que si je regarde ce qu'ont fait les Français pendant 30 ans avec l'immobilier et le fonds en euros, on peut me faire toutes les explications qu'on veut sur la performance des marchés actions. Les choix qui ont été faits par les Français étaient bons. Est-ce que les choix qui ont été faits par les Français étaient bons parce qu'ils étaient bien éduqués, qu'ils avaient bien vu le coup venir ou bien parce qu'ils avaient du bol? Moi, personnellement, je pense qu'ils ont eu du bol, mais ces choix-là, je ne vais pas les renier.
Mais pour autant, il faut aussi accepter de les remettre en cause parce que le monde change et il faut accepter de se dire que ce qui a marché ne marchera plus forcément et qu'il faut diversifier. Diversifier, tout à l'heure, Patrick a posé la question, qui a plusieurs assureurs, etc. Il faut diversifier les acteurs avec lesquels on bosse. Nous avons un système en France d'épargne qui propose sur de la banque universelle où on vous fait rentrer par du crédit immobilier. Derrière, on vous équipe avec des solutions d'épargne, des comptes à terme, de l'assurance vie. On ficelle le client auprès d'un même établissement. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas une bonne chose. Il faut diversifier ces acteurs. Et si je fais la référence à l'ASAC, qui est une association que je suis depuis quelques années, j'ai le souvenir de mon époque Mieux Vivre, d'un papier qui avait fait scandale, notamment dans une autre association qui était liée à Allianz, qui était l'Ancre, où on avait écrit, c'est un papier d'Éric Leroux, qui est un très bon journaliste aujourd'hui décédé, et je pense à lui en disant ça. Éric avait fait un papier, je lui avais commandé un papier sur les différentes associations d'épargnants, et il avait donné la meilleure note à l'ASAC, et on m'avait mis la reine des associations comme titre. Donc ça avait fait jaser. Et pourquoi on avait fait ça? Parce que c'était la seule association qui proposait plusieurs assureurs. Et aujourd'hui, il faut effectivement proposer plusieurs assureurs parce qu'il y a même un risque sur les établissements. Là encore, remercions l'Europe, mais avant la création d'un document qui s'appelle PRIPS, qui maintenant doit s'appeler document d'information clé, désormais, dans ces documents, il y a un petit paragraphe qui est « Que se passe-t-il si l'assureur n'est pas en mesure d'effectuer ses versements ?» Et donc, on dit, si l'assureur n'est pas en mesure de faire ses versements, vous avez une garantie à hauteur de 70 000 €. Cette information, aujourd'hui, elle est communiquée aux clients. Il y a 15 ans, on disait, mais il n'y a pas de sujet. Or, pourtant, il y avait le même sujet qui existait à l'époque. Donc, diversifier ces acteurs, diversifier ces assureurs est, à mon sens, quelque chose qui est littéralement impératif. Diversifier ses intermédiaires, mais diversifier aussi ses actifs. Je vous ai dit qu'il y avait une très grande concentration. Alors, je reprends mes petits graphiques de tout à l'heure. Donc, je vous en rajoute un troisième, qui est la répartition en assurance vie entre les deux familles dont a parlé tout à l'heure Igor, qui sont le fonds en euros et les unités de compte. Alors, aujourd'hui, peu ou prou, si on regarde la place, il y a 75% de fonds en euros, 25% d'unités de compte. Je vais vous dire, cette répartition, elle peut tout à fait être amendable, etc., mais elle ne me paraît pas être complètement idiote. Elle me paraît même avoir une base qui me fonctionne assez bien. Moi, j'avais, avec Marché Gagnant, mis en place une méthode où on parlait d'investissement en actions, et en fait, j'interrogeais les salles pour leur dire combien on peut perdre sur un an sur un bien immobilier. On me donnait un chiffre et je dis, si vous me dites que l'immobilier c'est sûr et que vous êtes prêt à perdre tant sur un bien immobilier au bout d'un an, je vais vous dire, si vous mettez du fonds en euros et des actions, combien vous pouvez mettre d'actions, et très souvent on arrivait sur ce genre de pourcentage. Donc l'idée du 25% me paraît être une idée intéressante, mais on va voir éventuellement comment on peut l'amender, dans quel cas on peut l'amender. Alors, est-ce qu'on peut l'amender? Est-ce que l'une des règles pour l'amender, c'est l'âge? Il y a une règle, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y a des gens qui disent qu'il faut avoir en risque et en unité de compte 100 moins son âge. Et donc, ça, c'est un fameux truc qui est lié à l'expression de dire l'espérance de vie, la durée d'investissement, et donc on va lier le poids des unités de compte à la durée d'investissement, etc. Et franchement, ce 100 moins l'âge me paraît être d'une foutaise, mais absolument remarquable. Si on avait appliqué cette règle-là, je ne suis pas sûr que Bernard Arnault ou Liliane Bettencourt aient gardé leur participation dans leurs entreprises. Donc, cette règle-là est techniquement un non-sens pour des gens qui sont dans une structure patrimoniale. Pour quelqu'un qui n'a peu ou pas de patrimoine financier, là, effectivement, sécuriser avec l'âge, ça peut avoir du sens. En revanche, quand on a un certain niveau de patrimoine, cette règle-là, me semble-t-il, est un non-sens. Informez-vous maintenant.
Alors, informez-vous, je vais vous dire quelques petits mots sur un terme qu'on a utilisé depuis le début de nos échanges, on n'a jamais défini et qui est franchement, si vous voulez ennuyer les gens, vous utilisez ce terme à l'envi, unité de compte. C'est assez drôle parce qu'il y a eu l'autre jour un sondage qui a été commandé par un assureur et qui a été publié dans les Échos qui interrogeait les Français sur leur placement préféré. Puis il y avait assurance vie fonds euros et dans la liste, il n'y avait même pas unité de compte. Unité de compte, voilà un terme absolument barbare qui ne dit rien à personne. Unité de compte, c'est quoi? C'est un brousouf, c'est un tout ce que vous voulez, c'est un truc sur lequel on a décidé de compter. Ça ne dit rien du risque qui est pris, ça ne dit rien. Unité de compte, ça ne dit rien. Et de manière un peu provoque, avant on disait fonds en euros, c'est garanti, et unité de compte, c'est pas garanti. En fait, cet argument-là, il est même pas vrai, puisqu'il y a des unités de compte qui sont garanties, et il y a des fonds en euros qui ne le sont pas. Donc, ça marche pas. Donc, unité de compte, c'est un beau jour, il faudra que la place réfléchisse à faire bouger un peu son vocabulaire pour qu'on comprenne un peu de quoi on parle, parce qu'unité de compte, ça ne veut rien dire. En réalité, une unité de compte, c'est une indexation, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qui va quelque part faire la performance de mon placement. Donc, le fonds en euros, ce qui va faire la performance de mon placement, c'est la gestion du fonds en euros qui va être faite derrière. Et si je prends une unité de compte qui est une SICAV d'actions françaises, ça va être les actions françaises qui vont être en portefeuille. Mais le terme unité de compte est vraiment un terme, il faudrait qu'on apprenne à l'oublier. Alors là-dessus, je vais juste revenir très rapidement sur un certain nombre de choses. Tout n'est pas proposé partout. Alors, déjà, je vais m'arrêter 2 secondes sur le fonds en euros. Il y a des nouveaux fonds en euros qui arrivent. Patrick en parlait tout à l'heure, il y a des fonds en euros qui n'ont pas une garantie à 100% du capital, il y a des fonds en euros qui sont plus dynamiques que d'autres, etc. Donc là encore, quand on parle du fonds en euros comme si c'était un truc totalement monolithique, etc., non, c'est plus le cas. C'était le cas il y a 20 ans, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des spécificités. Je crois même que sur certains de vos contrats, je pense que sur Spirica, il y en a 2 fonds en euros. Donc, sur les autres contrats, il n'y en a qu'un. Non, d'ailleurs, sur Generali, il y en a plusieurs. Donc, il n'y en a plus qu'un. Mais en tout cas, le fonds en euros, aujourd'hui, entre nous, il faut vraiment qu'on regarde en disant, mais le fonds en euros, sur quoi il investit, comment il marche. Donc, il y a des caractéristiques communes. Je vous dis, la caractéristique commune d'un fonds en euros, c'est que vous ne voyez pas les mouvements de taux dans la valorisation du portefeuille. Donc, vous avez une valeur en compte qui est à X et qui ne bouge pas tout au long de l'année. Puis à la fin de l'année, on vous dit, on vous attribue un intérêt et cet intérêt vient se rajouter, c'est ce qu'on appelle l'effet de cliquet. Mais première précision, fonds en euros, il faut arrêter de généraliser. Ensuite, je voudrais dire un mot des fonds datés. Je crois qu'il y en a eu chez vous qui ont été proposés à une certaine époque. Voilà, sur le contrat Neovie. Les fonds datés, c'est des choses qui ont été créées dans l'environnement obligataire par des gérants qui ont dit, les taux sont élevés, donc on va acheter des titres à échéance 3-4 ans pour bénéficier de ces taux élevés. On va créer un produit, puis on va entre guillemets bloquer la performance et on gardera ces produits à terme. Très sincèrement, quand on veut débuter et quand on veut commencer à sortir un peu du fonds en euros, c'est une solution qui a un niveau de risque plus élevé que le fonds en euros, mais qui mérite d'être étudié. Je viens de dire qu'il y a un niveau de risque plus élevé que le fonds en euros. Là-dessus, je voudrais faire une toute petite précision. Là encore, dans mes idées pédagogiques de base, il y a un gigantesque mensonge qui existe dans le monde de l'épargne. Ce gigantesque mensonge, c'est de dire que le sans risque existe. On sait tous dans notre quotidien que le sans risque n'existe pas. Moi, il m'est arrivé de faire des tours de France à la rencontre des épargnants avec des béquilles parce que je m'étais cassé la cheville. Est-ce que j'avais souhaité me casser la cheville? La réponse était non, mais il y a toujours un risque, et puis le risque, il était tombé sur ma pomme. Moi, je pense qu'il faut que tout le monde ait conscience que le sans risque n'existe pas, mais qu'il existe des gradations dans les niveaux de risque.
Je le disais tout à l'heure, le document d'information clé nous rappelle que le risque qu'un assureur ne soit pas en mesure de payer est un risque qui existe. Donc le risque, il ne faut pas le cacher, il ne faut pas se dire il n'existe pas. Au contraire, il faut le comprendre, l'analyser, voir ce qu'on est prêt à prendre ou ce qu'on n'est pas prêt à prendre comme risque. Donc les fonds datés, moi je trouve que quand on débute, il va y avoir potentiellement de nouvelles opportunités qui arrivent, mais je trouve que c'est un bon moyen d'avancer. Bon, les produits structurés, c'est un produit qui est en réalité assez complexe, en dépit d'une présentation qui est très simple, puisqu'on vous dit vous allez avoir telle performance, mais sous telle et telle condition. Alors, est-ce que les conditions vont se produire? Quelle est la probabilité? C'est un peu compliqué à comprendre. Il y a un élément qui est un élément quand même très important à comprendre, c'est qu'il y a différents types de produits structurés. Il y en a sur lesquels on dit quand vous avez mis 100, on vous rendra 100 dans tous les cas, même quand l'hypothèse ne se produit pas. Et il y en a où on vous dit, vous mettez 100, mais sous certaines conditions, vous pouvez éventuellement ne récupérer que 85 ou 90. Je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre. Je dis juste qu'on n'est pas sur les mêmes niveaux de risque. Et donc, quand vous regardez ce genre de produit, vous analysez ça. Je vais parler d'un truc qui n'est pas... Si vous avez des questions sur d'autres, je vous répondrai avec plaisir. Je vais vous parler d'un truc qui n'est pas dans ce tableau, mais dont vous avez peut-être entendu parler, c'est les ETF. Alors, les ETF, c'est un truc qui est apparu à peu près sur les marchés il y a 20 ans, qui prend une place absolument gigantesque. Alors, au début, on disait que c'était des fonds indiciels cotés. Maintenant, comme on commande, donc ça copie un indice. Maintenant, on voit apparaître des gestions plus actives, donc on dit des fonds cotés tout simplement. Mais le principe de l'ETF, c'est un truc qui colle à la base, qui colle à quelque chose. Souvent, c'est des indices. C'est moins cher que de la gestion traditionnelle. Moi, je voudrais juste faire quelques petites remarques sur les ETF qui sont très à la mode. C'est très bien, mais attention à certaines notions sur la diversification. Je le vois notamment, et vous verrez peut-être sur les réseaux sociaux, un enthousiasme absolument débordant sur les ETF MSCI World. Donc, on se dit, ouais, on investit sur les actions mondiales. Donc, l'indice des actions mondiales, c'est le MSCI World. Donc, on ne peut pas faire mieux en termes de diversification que des actions mondiales, puisqu'on en a il y a 1500 titres, on en a dans tous les pays. Donc, c'est génial, on ne peut pas être plus diversifié que ça. Là encore, je reviens sur ma petite histoire. Quand on a un chiffre, on n'a pas forcément une vérité. Là, on n'a pas non plus forcément une vérité. Pourquoi? Parce qu'un indice, il est fait d'une certaine façon. Il y a des règles pour construire un indice et que les règles qui existent pour construire les indices boursiers sont des règles qui prennent en compte la taille des entreprises et la taille des marchés. Et que quand j'étais jeune, le MSCI World, c'était environ 50% des États-Unis. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 75%. Et aujourd'hui, on a un poids des valeurs technologiques dans ces indices qui sont absolument colossales. Donc, si demain, il y a un PET sur les valeurs techno, vous avez beau être ultra diversifié intellectuellement en disant c'est génial, j'ai 1500 actions. Quand on a 1500 actions dans un indice, je vais vous dire que les actions qui pèsent 0,0001%, etc. de l'indice, on s'en fout comme de l'an 40. Elles pèsent rien dans la performance. Ça fait plaisir à la boîte d'avoir des capitaux qui arrivent, mais en termes de perf, elles ne servent à rien. Donc, le MSCI World, c'est très bien, mais si j'ai un conseil à vous donner, que vous allez sur de la diversification, ne mettez pas que du MSCI World, mettez d'autres choses à côté, parce que le discours sur la diversification maximale me paraît, sur ce produit-là, me paraît relativement simpliste. Alors, je vous ai dit ça, parfait. Sur cette partie-là, on a parlé de DEP. Un mot de private equity, très à la mode. On verra la qualité des produits qu'on propose dans les contrats, parce que on a un petit sujet quand même qui a été révélé par ce qui s'est passé sur la SCPI, pour ceux qui suivent la partie immobilière, c'est qu'on demande aux assureurs d'assurer de la liquidité sur des placements qui ne sont pas liquides. Les assureurs, à un moment, et c'est bien normal, ils ne sont pas fous. Donc maintenant, ils demandent tout un tas de garde-fous
sur des placements illiquides, ne pas à subir des problèmes de liquidité. Et en général, ça se place par le fait qu'on mette de la liquidité dans les produits et que quand on met de la liquidité dans un produit illiquide, en général, on a plutôt tendance à dégrader sa performance. Donc là-dessus, il faudra regarder ce qui se passe. Et pour être très franc, j'ai fait partie des gens qui ont un peu couiné lorsque la loi Industrie verte a imposé le fait d'avoir du private equity dans les produits d'épargne retraite. On n'était pas convaincu que l'État est forcément beaucoup à se mêler du placement des Français et que les Français gèrent leur argent comme ils ont envie de le faire. C'était plutôt une idée qui nous allait bien. Voilà. Comme je ne sais pas quelle heure il est, que je n'ai pas ma montre. Parfait. Alors, je continue avec mes mots. Un prêt, informez-vous. Mon mot suivant, c'est investissez. Alors, investissez, vous allez me dire, je vois quelques cheveux blancs dans la salle. Ah ouais, mais à notre âge, etc. Alors, déjà, on va partir du début. Il faut qu'on résolve ce problème de cash qui traite sur les comptes. On sait qu'on a tous des comptes bancaires qui sont blindés et en général, pas forcément pour de bonnes raisons. Donc, en fait, tout le monde aujourd'hui est, j'imagine, dans la salle en capacité d'investir. La deuxième remarque que je voudrais vous faire par rapport à ça, c'est dans ma structure de patrimoine des ménages. Je vous ai ressorti un seul slide de ce que j'avais fait à Paris, où j'avais fait toute une grande théorie fumeuse sur les pyramides de Gizeh, etc. Mais je trouve ça intéressant de se dire qu'on prend notre patrimoine et on le traite un peu comme une pyramide. Alors, on peut le traiter par couche. Donc, là, je vais considérer que je l'ai traité par couche. Et je vais vous dire deux choses sur quelques petites explications sur ces couches. La première couche, dans tout patrimoine, quel que soit l'âge, c'est l'épargne de précaution. On commence par faire de l'épargne de précaution. Après, on peut parler placement, investissement, mais on commence toujours par faire de l'épargne de précaution. Il ne faut pas la surestimer, parce que on sait qu'on a la possibilité de retirer sur son contrat d'assurance vie, de vendre des actions si on a un compte titre, etc. Donc on sait qu'on a la possibilité de récupérer de la liquidité sur son épargne de long terme. On a d'ailleurs également la possibilité de faire des avances en assurance vie, de demander un crédit à son banquier. Donc on peut, si on a un besoin ponctuel, on n'est pas obligé de surdimensionner son épargne de précaution pour un besoin ponctuel parce qu'on peut aller récupérer sur d'autres enveloppes. Mais la première étape, c'est toujours ça. La deuxième étape, et je le dis pour ceux qui ont un certain âge et qui ont des enfants et des petits-enfants à qui ils vont dire « Ah ben moi, j'ai fait comme ça. » Alors, tu as vu mon patrimoine? Ben, tu vas voir, fais pareil. Cool, le monde a changé. La deuxième étape, c'est de faire de l'épargne financière. Et vous remarquerez que dans mon graphique, je n'ai pas fait une couche produit de taux d'intérêt et ensuite action, mais j'ai mis les deux ensemble. En fait, quand on a de l'épargne financière, il faut avoir et des produits de taux d'intérêt et des produits d'action. La seule question qui vaille, c'est le maillage, c'est-à-dire quelle proportion on met de l'un et on met de l'autre, mais ce n'est pas l'un puis l'autre, c'est les deux ensemble avec des proportions à mesurer. L'immobilier vient ensuite, et puis après, on peut refaire de l'épargne de précaution, puis on peut rajouter des placements alternatifs. Ça peut être les cryptos, ça peut être tout un tas de joyeusetés. Maintenant, si je fais une représentation en pyramide, je suis fils de prof de maths, on peut considérer qu'une pyramide, ça permet de montrer des volumes. Et ça peut montrer des séquences temporelles, mais ça peut aussi montrer des volumes. Et là, je me suis amusé à regarder le patrimoine des ménages en me disant, je vais le traiter en volume. Et en fait, on revient sur notre camembert du début, dans le volume, l'immobilier, une très grosse base de très gros éléments de la pyramide. Et en fait, on vous dit souvent, vous savez, le fameux triptyque sécurité, rentabilité, liquidité. Alors, je ne suis pas forcément d'accord sur tout le risque que je vous expliquais, sécurité, je vous expliquais que ça valait c'était pas très, ça me paraissait pas tout à fait cohérent, mais malgré tout, on va quand même utiliser avec les outils qu'on nous donne. Il y a le sujet de la liquidité. Et le sujet de la liquidité, je m'amuse
transformer ma pyramide que j'ai en sujet liquide, liquide ou illiquide. Et en réalité, qu'est-ce que je constate? C'est que je constate que les patrimoines des ménages français sont globalement illiquides. Et quand on vieillit, autant je trouve que la règle qui consiste à dire qu'on fait 100 moins son âge sur l'exposition action me paraît idiote, autant il me semble qu'il y a un problème sur des patrimoines de seniors qui sont trop illiquides. Pourquoi? C'est que quand on vieillit, on peut avoir des investissements locatifs, etc. Mais il faut gérer les locataires, gérer les plombiers, gérer les trucs, gérer tous les emmerdes, etc. Et si un beau jour on a besoin d'argent, un patrimoine qui est un patrimoine illiquide, on l'exploite comment? Patrick disait tout à l'heure, l'assurance vie, c'est mieux que la dépendance. Quand on doit payer une maison de retraite et qu'on a une résidence principale beaucoup trop grande, parce que quand les enfants sont partis, on s'est dit, ah bah, ils vont revenir. Alors on l'a gardé, et puis après on se dit, ah ben après il y aura petits-enfants. Puis après on se retrouve à avoir un tas de charges absolument épouvantables avec une bicoque où on n'arrive plus à monter les escaliers et c'est une véritable tannée. Là encore, dans les réflexes et dans les évolutions, il faut se dire que quand on vieillit, il faut rendre les patrimoines plus liquides. Et ça a un effet, c'est de baisser le poids de l'immobilier dans les patrimoines. Et il faut impérativement se mettre en tête qu'il faut, à partir d'un certain âge, baisser le poids de l'immobilier dans le patrimoine. Et si on baisse le poids de l'immobilier, on récupère de la liquidité, donc on se repose des questions de savoir comment investir. Donc ça, c'est vraiment investir, c'est le cas pour tout le monde. Et quand on investit, ça pose la question, notamment sur l'assurance vie, de savoir s'il faut investir sur des couches de notre millefeuille d'origine, des vieux produits, des vieux contrats qu'on a souscrits, ou si finalement, en termes d'innovation, il faut aller chercher des nouveaux contrats. Ouvrir un nouveau contrat d'assurance vie, même quand on a un vieux contrat, est souvent une opportunité. Souvent une opportunité parce que même si dans le cadre de contrats collectifs, il y a des évolutions qui sont discutées avec l'assureur, etc., on rajoute des nouvelles options, mais il y a des nouveaux acteurs qui font de nouvelles propositions, et puis là encore, ça favorise notre logique de diversification. Donc, ça peut permettre tout un tas de choses sur les gestions de clauses bénéficiaires en disant, bah, tiens, finalement, j'ai une nouvelle personne à qui je voudrais qui pourrait être bénéficiaire, donc je vais rouvrir un contrat et puis je vais la mettre elle, et puis du coup les autres ne verront pas. Donc ouvrir un nouveau contrat, même quand on en a des vieux, est quelque chose qui peut être tout à fait opportun. Il faut, au cas par cas, regarder la solution. Alors, si je vous dis ça, je vais vous faire un match. On sait tous que les Français adorent la fiscalité successorale de l'assurance vie. Donc, je vais vous parler 2 secondes de la fiscalité successorale de l'assurance vie avec ce slide de vieux, mais je m'amuse à le sortir comme ça parce que j'attire l'attention, parce que je rappelle la règle du million de francs, mais pour ceux qui ont souscrit des contrats dans les années 80, etc., aujourd'hui, on nous dit 152 500, etc. Mais si on refait un tout petit peu l'histoire, les contrats d'assurance vie avant étaient exonérés de droits de succession. On a eu une première réforme qui a consisté à dire on veut éviter les effets d'aubaine, donc avec les gens qui ont plus de 70 ans et qui versent sur un contrat d'assurance vie. Donc on a créé la règle qui était la règle des 70 ans. Je rappelle qu'à l'époque, la règle c'était de dire les primes qui excèdent 200 000 francs seront taxées. Et donc les 200 000 francs sont devenus 30 500 €. Et puis après, on a durci un peu la règle et on a dit, désormais, on ne va plus regarder les primes versées, mais on va regarder les capitaux alloués aux bénéficiaires. Et là, on était à la règle du million de francs. Et le million de francs est devenu par la suite 152 500 €. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les sites Internet, etc., on ne vous parle que de la situation actuelle. Et on vous dit, aujourd'hui, si vous versez un prêt avant 70 ans, vous êtes soumis à la règle du million de francs, 152 500 €. Et si vous versez après 70 ans, vous êtes soumis à la règle des primes versées après 70 ans.
C'est vrai et c'est faux. C'est vrai pour les contrats nouvellement souscrits. Mais si on essaie de faire de l'information et qu'on essaie d'avoir un tout petit peu une mémoire, et en venant ici, tiens, je vais faire une question. Qui, dans la salle, a son contrat depuis plus de 15 ans? OK. Donc, je sais qu'en venant ici, parce que je sais que les adhérents de l'ASAC sont fidèles, si j'arrive et que je fais une conférence et que je parle comme avec des clients de banque assureur qui passent, qui s'en vont, à qui on change de contrat toutes les 2 minutes, etc., à eux, je peux leur donner que la fin. À vous, je vais vous donner le début. Et je vais vous donner le début en regardant les règles sur les versements qui sont effectués après 98, donc aujourd'hui. Si aujourd'hui je verse sur un contrat d'assurance vie, que se passe-t-il si mon contrat d'assurance vie a été souscrit avant novembre 91? J'imagine que dans la salle, certains sont concernés. Eh bien, quand on verse après 70 ans, on n'est pas soumis à la règle des primes après 70 ans. On est soumis à la règle du million. Des 152 500 par bénéficiaire. Ça, malheureusement, sur le site Internet, on ne vous le dit pas, parce qu'on ne regarde que la situation actuelle. Mais donc là, il y a, même dans un cadre de reversement, une opportunité qui existe et qui est parfaitement légale. Maintenant, je voudrais, là encore, quitte à casser quelques idées, dire, et si je verse au-delà des abattements? C'est quoi le problème? Si on regarde après 70 ans, parce que le sujet concerne notamment les plus de 70 ans qui se disent « Oh là là, monstrueux, j'ai plus d'avantage fiscal en assurance vie », en réalité, que se passe-t-il? On applique la règle de la succession en fonction du bénéficiaire. Si c'est le conjoint, c'est 0. Et puis si c'est les enfants, par exemple, je vous ai mis le barème. Si on est entre 15 000 et 552 000 euros, on est à 20%, c'est-à-dire le niveau de taxation qu'on a par ailleurs. Donc, verser aujourd'hui, investir aujourd'hui, tout le monde doit pouvoir retrouver de la capacité d'investissement. Et si je dis ça, ça nous permet de, entre guillemets, corriger mes inadaptations passées patrimoniales. C'est-à-dire que si aujourd'hui, j'ai pas du tout d'unité de compte, je peux me dire, tiens, dans mon ancien contrat, je vais faire un transfert qui évoquait tout à l'heure Igor en mettant des unités de compte, ou bien je peux ouvrir un contrat où je vais mettre plus d'unités de compte qu'ailleurs en ayant une vision globale. En disant, j'ai aujourd'hui trop d'argent chez un assureur, donc je vais réouvrir en rééquilibrant chez un autre assureur. Donc, toutes les logiques de diversification et tout ça que j'ai évoqué avec vous, à ce moment-là, on peut les mettre en œuvre. Sachant que je précise que quand j'évoquais tout à l'heure mon risque de 25%, plus vous allez vers quelque chose qui est peu risqué, plus vous pouvez augmenter le pourcentage. Mais en pratique, une chose est certaine, si aujourd'hui vous n'avez pas d'unité de compte sur votre contrat, que vous vous dites finalement l'autre gars à la chemise rose, il était sympathique, il m'a peut-être un peu chatouillé en me disant que j'étais toujours dans mes certitudes et que du coup j'en rajoutais une couche et que j'allais peut-être rater des choses et que c'était pas complètement idiot ce qu'il dit. N'allez pas à 25% en une journée. Allez-y progressivement. Vous faites 4% à un moment, 4% à un autre moment. Vous faites ça sur 1 an, 2 ans. Moi, de vous dire que demain la bourse ne va pas se casser la gueule, je ne vous le dirai pas. Donc, je pars du principe que je ne sais rien. Je pars du principe que la bourse a vocation, s'il y a de la croissance économique, à rapporter de l'argent. Mais il faut y aller piano. Et on peut y aller piano dans la temporalité, c'est-à-dire en faisant des versements, des arbitrages réguliers. On peut y aller piano en prenant plutôt des unités de compte et des supports qui sont moins risqués que d'autres. Mais de grands coups de barre d'un point de vue gestion patrimoniale, si j'ai un conseil à vous en donner, surtout n'en faites pas. Maintenant que j'en suis à parler de cette histoire d'impôt, je voudrais traiter ma partie anticipée. Et ma partie anticipée m'amène sur mon troisième point
qui est mon troisième intérêt, et qui me semble être l'intérêt crucial de l'assurance vie. C'est son intérêt d'un point de vue civil, et cet intérêt-là, il repose sur la clause bénéficiaire. Alors, en fait, pour être très franc, je vous ai mis quelques mots comme ça, mais en fait, tout est dans tout et inversement. Donc, on va s'arrêter 2 secondes pour faire de l'information, pour faire du décryptage. C'est assez drôle parce que l'autre jour, le médiateur de l'assurance a présenté dans son rapport annuel un certain nombre de cas, et notamment autour de la clause bénéficiaire, qui est un sujet majeur. Et je voudrais là aussi qu'on s'arrête quelques instants parce que c'est vraiment, il y a un besoin d'information, il y a un besoin de décryptage là-dessus. Avant, on avait une clause bénéficiaire qui était mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers. Ça, si vous avez un vieux contrat que vous n'y avez pas touché, peu ou prou, vous avez ça. Maintenant, j'ai demandé à l'ASAC de me fournir l'une des clauses des contrats qui existent. Et donc, on m'a donné le texte suivant qui était « au conjoint non séparé de corps de l'assuré, à défaut les enfants nés ou à naître de l'assuré par parts égales entre eux, celle du prédécédé revenant à ses descendants, à défaut de descendants aux survivants des 10 enfants, à défaut aux héritiers de l'assuré. » Pardon, mais on va s'arrêter 2 petites secondes pour vous expliquer un certain nombre de choses. Parce que s'il ne faut pas se ruer à passer à 25% en unité de compte, faudra ce soir se ruer à aller regarder vos clauses bénéficiaires. Premièrement, mon conjoint. Mon conjoint, c'est celui qui a le statut au moment du décès. Je me suis marié, pof, 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 avec Annie. J'ai divorcé, j'ai épousé Corinne. J'ai ouvert mon contrat à l'époque où j'étais marié avec Annie. Je décède à l'époque où je suis marié avec Corinne. C'est Corinne qui touchera le pognon. D'où la difficulté qui est que les couples aujourd'hui se séparent plus qu'ils ne se séparaient dans le passé. D'où le fait qu'on rajoute non séparés de corps, etc. pour éventuellement rendre ce conjoint qui peut parfois devenir embêtant parce qu'en fait, il n'est plus vraiment conjoint pour le sortir du jeu. Deuxièmement, à défaut mes enfants nés ou à naître, donc on a rajouté la notion né ou à naître. Très sincèrement, c'est utile quand on a 30 ans. À 80 ans, ça l'est peut-être moins. Mais toujours est-il qu'on voit bien le sens de ce que ça veut dire. Par parts égales entre eux, on rajoute une précision qui était sous-entendue dans la rédaction précédente, mais au moins on le dit clairement, et ça va dans toute une logique de rédaction de clause bénéficiaire qu'il faut qu'elle soit le plus précis possible aujourd'hui pour permettre à l'assureur de traiter le cas du client. Celle du prédécédé revenant à ses descendants. Alors ça, c'est un sujet super important. Je vous raconte une histoire toute bête. J'ai 2 enfants. Je les ai mis, j'ai fait ma clause bénéficiaire, mes enfants à parts égales, à défaut mes héritiers. Petite précision, pourquoi à défaut mes héritiers? Toujours à défaut mes héritiers, parce que si tous les bénéficiaires des rangs précédents sont invalides, parce que morts, disparus, tout ça, l'assurance vie revient dans la succession. S'il n'y a pas de bénéficiaire dans un contrat d'assurance vie, ça rentre dans la succession. Et donc, quitte à ce que ça rentre dans la succession, autant marquer à défaut mes héritiers, parce que ça rentrera certes dans la succession d'un point de vue civil, mais d'un point de vue fiscal, ça restera dans le cadre de l'assurance. Alors que dans l'autre cas, ça passera dans le cadre général. D'où le à défaut mes héritiers à la fin. Donc, j'ai 2 enfants qui ont eux-mêmes 2 enfants. Le jour où je meurs dans un accident de voiture, j'ai avec moi l'un de mes 2 gamins. Et on va avoir un accident, il va mourir sur le coup, et moi je vais mourir 2 heures plus tard à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe sur ma clause bénéficiaire? Ma clause bénéficiaire, j'ai marqué mes 2 enfants à parts égales. On constate que mon premier enfant est décédé avant moi. Au moment de mon décès, je n'avais donc qu'un seul enfant. Il touchera 100% de l'argent. Les 2 enfants de mon autre enfant ne toucheront rien. Ça, c'est
la situation qui existait dans la version qui existait il y a 30 ans. La nouvelle version, celle du prédécédé revenant à ses descendants, permet d'assurer le fait que si un bénéficiaire est décédé avant moi, il y aura cette représentation que l'on connaît dans les successions, dans le droit civil français, mais qui existe dans la succession, mais qui n'existe pas dans l'assurance vie si elle n'est pas écrite dans la clause bénéficiaire. Donc ça, c'est un sujet qui est absolument très, très important. Voilà quelques explications sur la clause bénéficiaire et vraiment, j'attire votre attention. Alors, on pourra parler de clauses à option qui sont des solutions très, très importantes, qui peuvent, enfin, en tout cas, qui peuvent exister, mais il faut avoir vraiment une très grande vigilance sur ce sujet de clause bénéficiaire. Là encore, si on veut être très pratique, comme l'assurance a des avantages fiscaux, ce n'est pas complètement idiot que ces bénéficiaires aient déjà ouvert un contrat. Comme ça leur permettra de récupérer l'argent sur leur contrat s'ils n'en ont pas besoin, de bénéficier de l'antériorité fiscale. Et je vous rappelle qu'il y avait une fameuse règle qui était la règle du bénéficiaire acceptant. Et on disait, horreur, malheur, s'il y a un bénéficiaire acceptant, on ne peut plus rien faire. Les règles ont changé. S'il y a des bénéficiaires acceptants, ça ne peut pas se faire derrière votre dos. Donc, cette limite qu'on avait auparavant n'existe plus. Je voudrais maintenant, puisque je dois accélérer, mais je suis proche de la fin, vous raconter une autre histoire qui m'est arrivée dans mon entourage sur ce sujet de clause bénéficiaire. L'histoire est la suivante. Dans mon entourage, donc, il y a une personne qui décède, un monsieur d'un certain âge, et qui a comme bénéficiaire son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut ses héritiers. Le conjoint a plus de 80 ans et on me dit, Jean-François, pardon de te demander ça, tu n'es pas de la famille, mais comme c'est un peu tes sujets, est-ce que tu peux avoir la gentillesse de travailler un peu et de traiter les papiers. Donc je récupère acte de décès, j'envoie les papiers qu'il faut envoyer à l'assureur. Et du coup, je profite de cette occasion dans la vraie vie pour regarder le comportement de l'assureur. Et le comportement de l'assureur reçoit les papiers et envoie un message au conjoint en disant « Madame, vous êtes bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, on vous propose de vous verser un chèque, on vous propose, comme vous avez déjà un contrat, de verser l'argent sur votre contrat. À cette occasion, d'ailleurs, vous n'aurez pas de frais. Dites-nous ce que vous voulez et on exécute. » Les deux assureurs font la même chose. Et en fait, cette histoire-là m'a mis dans une colère noire d'un point de vue pédagogique. Pourquoi? C'est qu'en traitant le sujet de la succession, quand on a une succession avec un conjoint survivant, on a des choix différents en termes d'usufruit, de pleine propriété, etc. Et donc j'ai dit, mais à ce moment-là, je vais vous faire une étude patrimoniale. Je vais regarder la situation, je vais regarder la retraite du conjoint, je vais regarder combien elle va toucher en retraite de réversion, je vais regarder ses besoins, je vais regarder ce dont le conjoint a besoin. Et je suis arrivé à la conclusion, en faisant ça, de dire, mais en fait, le conjoint, il n'a pas besoin de cet argent. Il a suffisamment d'argent pour vivre et il n'a pas besoin de cet argent. Et donc, comment faire quand on sait en pareille situation? Eh bien, on renonce au bénéfice du contrat. Sauf qu'en pratique, il n'y a aucune pédagogie qui n'a été faite à ce moment-là par les assureurs pour expliquer la renonciation au contrat. Et la renonciation, elle n'est pas facile à faire passer. Et elle n'est pas facile à faire passer au niveau des enfants. Puisque, en l'occurrence, je n'étais pas membre de la famille, donc moi, je touchais rien. Mais j'ai dit aux enfants, voilà, je pense qu'il va falloir qu'on dise à l'assureur que la meilleure des solutions, c'est de renoncer. Et les enfants m'ont dit, ah non, mais papa, il avait dit que c'était l'argent pour maman. Et puis, papa, il avait un truc, il tenait, et d'ailleurs, on m'a montré des papiers, c'était lui qui gérait les affaires de la famille, et donc il avait donné des instructions aux enfants en leur disant, voilà ce qui se passe, etc. Et il leur avait écrit en rouge, l'assurance vie est exonérée de droits de succession.
Et j'ai dit aux enfants, papa, il a raison, mais maman, de toute manière, par définition, elle est exonérée. Comme c'est le conjoint, par définition, elle est exonérée. Vous, les enfants, vous n'êtes pas forcément exonérés. Et si je regarde la stratégie que vous me dites, on va respecter ce qu'a dit papa, c'est que maman, elle va toucher l'argent, elle n'en a pas besoin, donc elle va potentiellement le replacer, mais elle a déjà rempli ses abattements. Et donc, en pratique, quand vous allez toucher l'argent, vous allez être taxé. On me dit, et trompe-toi, maman, elle n'a qu'à le toucher, puis elle nous le donne. Je dis, mais ça ne se passe pas comme ça, parce que si maman, elle donne, il faut faire une donation. Si on fait une donation, ça va vous faire perdre les abattements derrière. Non, si jamais c'est maman qui touche l'argent, vous pouvez être sûr d'un truc, c'est que votre père a dit, cet argent-là, je veux qu'il soit exonéré d'impôts. Si vous prenez la décision, moi je m'en fous, je suis là juste pour vous dire ce que je pense, si vous prenez la décision que c'est maman qui touche le pognon, vous pouvez être sûr d'un truc, c'est que l'argent sera taxé. Si en revanche, maman est d'accord d'entendre le discours, de dire que sa retraite fait qu'elle n'a pas besoin d'argent et qu'on passe au bénéficiaire suivant, eh bien, vous allez toucher l'argent et là, il n'y aura pas de droit de succession. Et en pratique, ma famille s'est réunie et puis quand il y a eu de la fumée blanche, on m'a dit finalement, on a bien écouté ce que tu nous as dit, Jean-François, on a bien réfléchi entre nous et on pense que ce que tu as dit, c'est une bonne chose. Donc, on va écrire à l'assureur pour dire que maman renonce. Donc, maman a écrit à l'assureur pour dire qu'elle renonçait. Et du coup, on est passé au bénéficiaire suivant. Juste pour l'anecdote, j'ai quand même demandé que dans le courrier soit mentionnée la vérification de la clause bénéficiaire, histoire que maman ne se retrouve pas avec une maîtresse qui avait été désignée sans qu'elle le sache. Donc, une fois que maman était sûre que c'était bien ses enfants qui allaient toucher l'argent, on a fait ça. Et en pratique, l'argent était payé. Il y a, et je souhaiterais, comme on est avec des gens en visio, que ça va peut-être circuler, je souhaiterais vraiment que la CPR bouge là-dessus pour qu'il y ait des instructions d'un courrier pédagogique qui soit envoyé aux gens pour leur évoquer la faculté de renonciation. Et moi, je vous invite, comme je vous invitais tout à l'heure à dire, pour vos bénéficiaires, ouvrez un contrat, informez vos premiers bénéficiaires de leur dire, attention, sache que le jour où ça arrive, tu as peut-être intérêt de ne pas prendre l'argent et de passer au bénéficiaire suivant. Et c'est vraiment un truc qui est super important pour vous, parce qu'en fait, on peut passer 20 ans à mettre de l'argent dans un contrat d'assurance vie en se disant qu'on va être défiscalisé, pour in fine se retrouver fiscalisé à la fin. Donc c'est vraiment un truc super important. Qu'est-ce que je vais vous dire pour terminer, parce que Patrick me fait des signes en disant qu'il faut que j'arrête. Je vais vous donner un dernier tips, un dernier petit truc, puisque je parle de succession. On approche de Noël. La logique de l'association est quand même assez intergénérationnelle, etc. Et c'est la philosophie de la maison. Là, on a mis les enfants. Pensez à vos petits-enfants. Pensez à vos petits-enfants, parce que l'espérance de vie fait que, finalement, comme je dis, le problème des retraites n'existe pas en France, puisqu'on héritera à l'âge de la retraite si on a la chance d'avoir des parents qui ont un patrimoine. Donc, pensez à vos petits-enfants. Et il y a un truc tout bête, il faut que vous sachiez, c'est qu'en termes d'avantages fiscaux, les petits-enfants n'ont pas d'avantages fiscaux au décès. Ils ont juste un avantage fiscal de donation de 31 865 € durant votre vie. Alors, il y a plusieurs dons, il y a l'ex-don Sarko, etc., qui est une somme d'argent. Il faut avoir moins de 80 ans et il faut avoir un petit enfant qui soit majeur. Il y a la donation, il y a de la donation ordinaire, mais n'hésitez pas, si vous avez de l'argent, à penser à faire des dons à vos petits-enfants, à les déclarer sans payer d'impôts, à leur ouvrir des placements. On peut même, il y a des choses qui existent, de faire des pactes adjoints pour pas qu'ils grillent tout le pognon. Donc, il y a des choses à faire, mais dans les bons réflexes, dans les bons trucs qu'il faut qu'on ait en tête, je vous ai un peu pris à rebrousse-poil sur un certain nombre de choses en vous disant que vous étiez convaincu que tout ce que vous faisiez, c'était parfait, donc que vous continuiez, etc. Là, je constate que sur le sujet des donations aux petits-enfants, il n'y a pas grand-chose. Moi, je suis un peu désespéré de l'état dans lequel est cette génération qui rame, qui a priori va quand même beaucoup plus ramer que les générations précédentes. Donc, pensez à vos petits-enfants, ouvrez-leur un contrat, faites des dons,
On peut même faire des présents d'usage. Parce qu'on va être très honnête, quand on a un peu de patrimoine, si on donne 4000 balles pour un Noël, pour une fête, pour un anniversaire, vous n'aurez jamais de contrôle fiscal qui viendra vous dire « Ah, mais comment ça se fait que vous avez donné de l'argent ?» Évidemment, juste, vous soyez bien clair. Présent d'usage, il faut qu'il y ait un événement exceptionnel. Donc, c'est un anniversaire, des étrennes, et puis vous mettez ça sur un petit bout de papier dans votre virement, vous mettez à l'occasion de ton anniversaire, etc. Comme ça, si l'administration fiscale arrive, il dit ouais, c'est événement exceptionnel. Mais une dernière recommandation, c'était ça. Patrick, j'ai fini. Bien, eh bien, écoutez, je pense qu'on peut l'applaudir. Alors effectivement, c'est souvent un peu décoiffant, mais enfin, je pense que c'est... Voilà, il nous reste, on va dire, un tout petit quart d'heure avant de se désaltérer pour des questions, des demandes de précision. Vous avez un micro. On vous amène un micro. En fait, on vous explique pourquoi on vous amène un micro. C'est pour permettre que les gens qui sont avec nous de l'autre côté de la caméra vous entendent. Micro. Ah oui, pardon. Excellente. Je m'étonne que vous n'ayez pas parlé de la clause de bénéficiaire, clause démembrée. Ah, le démembrement des clauses bénéficiaires. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais Igor va en parler ou pas? La clause bénéficiaire démembrée. En fait, moi, vas-y. Moi, je vais vous dire pourquoi j'en ai pas parlé, parce que quand je dois faire des arbitrages sur ce que je dis, pardon, mais j'ai glissé la clause à option aussi. Entre guillemets, je traite mon cas sur ce qui me paraît être le plus important. Donc, je préfère parler de loin du sujet de la renonciation, du sujet de l'enfant prédécédé, etc. Je trouve que je corresponds à beaucoup plus de cas en traitant ça que traiter la clause bénéficiaire démembrée. Et pour tout vous dire, c'est un montage qui existe, donc que je détaille, qui consiste à dire qu'on crée un quasi-usufruit auprès d'une personne, qu'on crée une dette fiscale de ce fait, qui fait que si le quasi-usufruitier bouffe tout le capital, les enfants n'auront rien, mais pour autant, on n'aura pas d'impôt parce qu'on aura une dette fiscale. Moi, je le vis comme étant un montage fiscal. Enfin, si je peux me permettre de reprendre votre exemple de ce monsieur qui est décédé en laissant sa femme de 80 ans, moi je trouve que la clause démembrée, elle est super quand même, parce que ça laisse la possibilité à cette dame de toucher l'argent si elle en a besoin pour l'EHPAD, avec effectivement un quasi-usufruit des enfants. Et si tout se passe bien, on ne fait pas de cas de conscience par rapport aux enfants, parce qu'ils ont l'impression de laisser tout à leur mère, et en fait, ils en sont bénéficiaires quelque part. Alors, je trouve que psychologiquement, vous qui parlez beaucoup de psychologie dans la finance, et je trouve que c'est super, ben, je trouve que c'est très intéressant. Eh ben, je vais entendre votre position, mais madame, je vais vous donner une autre position sur laquelle vous m'entendrez ou vous ne m'entendrez pas. Dans le montage que vous proposez, les enfants, avant le décès de leur mère, ils n'ont rien. Quand on a développé en France un système sur l'immobilier qui consistait à encourager les donations avec réserve d'usufruit. Quand on s'interroge sur les sujets de transmission intergénérationnelle et de problématiques financières des différentes générations. Quand vous faites aujourd'hui une donation d'un patrimoine immobilier avec réserve d'usufruit au profit des parents, vous figez le patrimoine immobilier pendant toute la durée de leur fin de vie, et les enfants, ils ont que dalle. Ils ont qu'à attendre que leurs parents meurent. Moi, pardon de dire la chose suivante, mais je préfère de loin, c'est plus compliqué à faire, mais je préfère de loin une approche patrimoniale qui consiste à dire on regarde les besoins, et quand on regarde, croyez-moi que quand dans l'hypothèse qu'on a évoquée, quand on a regardé les besoins du conjoint, on a bien évidemment regardé les besoins de sa capacité qu'il avait à payer un EHPAD sur le reste de son patrimoine, etc. Tous ces sujets-là ont été traités. Donc moi, je préfère de loin faire l'effort de faire l'analyse patrimoniale et d'avoir une solution où les enfants touchent directement de l'argent
dont ils peuvent avoir besoin. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé. Et pardon, je reviens sur ce sujet-là parce que c'est un sujet qu'on a eu, une question qui était remontée de mémoire, c'était quand on était allé à Brest. On a des clauses qui sont mes enfants par parts égales. Et ces clauses-là, on a eu une dame qui est venue nous voir en nous disant « Moi, j'ai un énorme problème. On est 4 enfants dans la famille. » Et en fait, dans les 4 enfants, il y en a un qui a réussi, il y en a 3 qui ont réussi, il y en a un qui est en difficulté financière. Et en pratique, l'enfant qui est en difficulté financière ne veut pas qu'on renonce. Pourquoi? Parce que lui veut toucher sa part. Mais les autres, ils veulent absolument pas toucher leur part. Donc, là encore, le sujet, si on raisonne, si on a une approche patrimoniale et familiale des dossiers, il faut prendre en compte également la situation des enfants. Le démembrement de la clause bénéficiaire bloque tout au niveau d'une génération. Donc, c'est pour ça, j'ai hésité à vous répondre pour vous dire les choses cash, mais comme vous m'expliquez, je vous explique cash de manière, le pourquoi de ma position. Moi, je défends l'idée que la gestion de patrimoine, et notamment parce quand on est dans des sujets de transmission, on traite les problèmes de tout le monde. On traite les problèmes des enfants, on traite les problèmes des parents et on traite les problèmes des petits-enfants. On traite, si on considère qu'on a une vision familiale de son patrimoine, on traite tous les problèmes. Et moi, vraiment, sur les montages qui créent des usufruits en immobilier ou des quasi-usufruits avec le démembrement de la clause bénéficiaire, je suis franchement gêné parce que j'ai l'impression qu'on oublie tous les étages du dessous. Pardon. Mais voilà le pourquoi de ma position. Oui, juste une question technique. Pour revenir sur la clause bénéficiaire, vous avez utilisé une formule descendant, prédécédé ou je ne sais quoi, enfin quelque chose qui ressemble à ça. Avant, on utilisait une autre formule, mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés. Ça veut dire la même chose finalement, non? Ouais, après, vous savez, c'est en fonction des assureurs, des juristes qui regardent ça, mais vivants ou représentés, c'est effectivement quelque chose qui traite le cas du prédécès. Voilà, donc là, on règle la question de l'ordre des décès. Tout à fait. Très bien. Toujours sur le même sujet, il n'est pas nécessaire de mettre dans la clause de stipuler le désistement. C'est automatique. C'est-à-dire que si la renonciation, pardon. Alors moi, je pense que est-ce qu'il faut le noter? Jean-François, je pense que tu peux parler de la clause à tiroir. La clause à option, justement, je pense que ça peut intéresser nos adhérents. On va dire les choses suivantes. Là, on est dans des cas des clauses. Donc, clause, on a premier niveau, à défaut, deuxième niveau, à défaut, troisième niveau, à défaut, quatrième niveau, à défaut, mes héritiers. Donc là, quand un niveau n'est pas représenté, et il ne pas être représenté par renonciation ou par prédécès. Les deux, on passe au truc suivant. Après, si je fais référence à ce qu'évoque Igor, il y a quelqu'un qui habite pas loin d'ici et qui a, entre guillemets, un grand pape de la gestion de patrimoine, donc on va le saluer aussi, c'est Jean Oulagnier, qui a été le fondateur de l'OREP à Clermont-Ferrand, qui a créé une clause qu'on appelle à tiroir. Donc, moi, ce que j'ai dit, et c'est une réponse potentielle que je préfère, madame, au démembrement. Jean, il a dit quoi? Il a dit, en fait, le truc qui serait bien, c'est qu'on donne aux bénéficiaires conjoints le choix. Mais si jamais je dis, je prends et je donne, c'était mon exemple tout à l'heure avec les gamins, l'administration dit donation. Donc ça, c'est pas possible. Donc Jean, et à l'OREP, il a écrit une clause qu'on appelle une clause à option, une clause tiroir, qui dit peu ou prou, mon bénéficiaire, mon conjoint, à charge pour lui, et en fait qui définit un délai en disant mon conjoint est bénéficiaire et il aura un délai de 3 mois maximum pour dire la quotité qu'il veut dans la clause bénéficiaire avec des choix de quotité qui sont prédéterminés,
100%, 75%, 50%, on peut foutre ce qu'on veut. Mais en tout cas, il faut mettre plusieurs choix. Et le solde revenant à tel et tels autres bénéficiaires. Donc, la solution que fait Jean à travers cette clause-là, qui met là-dessus, de toute manière, votre clause bénéficiaire, faites-vous accompagner. Moi, juste pour l'anecdote, j'ai quand même fait une clause bénéficiaire sur le contrat de ma grand-mère qui était ma fille et mes petits-enfants à parts égales, sans mettre, donc c'était il y a longtemps, sans mettre les précisions de poids, etc. L'assureur a considéré que c'était 25% pour la fille et 25% pour les petits-enfants parce qu'il y en avait deux. Nous, on était plutôt partis sur un tiers, un tiers, un tiers. Ça ne changeait pas grand-chose. Mais en tout cas, parce qu'entre guillemets, quand on meurt, l'assuré, il s'occupait de sa clause bénéficiaire. Il est parti. Donc, lui de savoir si on a respecté sa volonté ou pas, donc autant que sa volonté soit claire. Donc, la clause au lanier, elle dit quoi? Elle dit, finalement, on va donner au conjoint un choix et on va le rédiger de telle sorte que ça ne sera pas considéré comme étant une donation. Parce que si, en fait, le côté astucieux de sa clause, c'est de dire qu'on respecte la volonté du souscripteur assuré. Puisque c'est lui qui a défini les quotités, c'est lui qui a défini les bénéficiaires, donc il a défini qui touchait l'argent en premier rang, les différents choix qu'on lui offrait, qui touchait de l'argent si jamais il ne prenait pas l'intégralité. Et donc là, en pareille situation, avec une clause de cette nature, vous pouvez écrire je prends 25% et puis les 75%, ça repart à d'autres. Donc ça, c'est une opportunité, c'est une possibilité également qui existe. Toute dernière question, la toute dernière. Merci. Est-ce qu'il y a un avantage en cas de décès du souscripteur de l'assurance vie quand il s'agit pour les héritiers de choisir la destination des fonds? Est-ce que de passer par le compte courant et après remettre par exemple sur un contrat à la SAC, au même endroit que le souscripteur avait pris, est-ce qu'il y a une différence de passer direct du contrat du souscripteur au contrat de l'héritier ou de passer par le compte courant de l'héritier qui après replace? Est-ce qu'il y a une différence? Spontanément, je vous dirais qu'il y a une différence et que c'est plus simple de ne pas passer par le compte courant. Et a priori, si je regarde, si l'assureur fait correctement son taf, au moment du décès, s'il voit qu'il y a une adhésion qui correspond au bénéficiaire, il envoie, moi je prends les deux cas, les cas que j'évoquais tout à l'heure. Il envoie un courrier au bénéficiaire en me disant on vous propose de vous payer par chèque ou de vous payer par virement. Dans ce cas-là, vous envoyez un RIB. On a noté que vous avez une adhésion chez nous. Si vous voulez, vous mettez l'argent sur le truc. Et en l'occurrence, il y avait des mesures tarifaires, ce qui est le cas le plus fréquent. J'imagine que quand on fait des reversements, on va pas prendre des frais de commercialisation parce qu'en fait, on n'a pas commercialisé grand-chose. Donc, quand on est dans ce cadre-là, on reçoit un papier, on cause une casse, on met sa signature, off. Et puis, quand on passe dans l'autre cas, on reprend l'argent sur son compte courant, on va faire un virement. Potentiellement, on va avoir un petit questionnaire qui va vous dire tiens, au fait, rappelez-nous votre structure patrimoniale, etc. Parce que c'est vrai que vous voyez, vous me dites ça maintenant, mais alors c'était il y a 3 ans, mais les petits questionnaires qu'on vous fait remplir au nom de LCBFT et autres joyeusetés, quand ça passe de direct, c'est une succession, etc. On n'a pas besoin de poser la question au client de savoir d'où vient l'argent. Parce que maintenant, quand on fait un versement important, on vous demande d'où vient l'argent, parce qu'il y a les contraintes de lutte contre le blanchiment, etc. Donc, je vous dis, la solution de ne pas passer par le compte courant me paraît beaucoup plus simple. Ça conclut la séance. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis on vous invite à partager un petit moment convivial dans la salle juste à côté. Quatre.
exemple, demain,